Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un concept absolument fascinant. Tu le sais, les modèles d'IA actuels qu'on utilise tous les jours, c'est des milliards, voire des milliers de milliards de paramètres. Leurs capacités sont dingues, oui, mais à quel prix? Des coûts d'infrastructure monstrueux, des temps de calcul à rallonge, et parfois une complexité qui échappe carrément à leur propre créateur. Du coup, notre exploration du jour se concentre sur une idée clé, la parcimonie conceptuelle en IA. C'est quoi? Eh bien, c'est le principe de privilégier les modèles les plus simples possibles pour expliquer des données. On limite délibérément la complexité pour booster ce qu'on appelle la généralisation. Et crois-moi, comprendre ça, surtout si tu étudies ou bosses dans l'IA, ce n'est plus juste un petit exercice théorique, c'est devenu un enjeu industriel massif. Face à cette course effrénée à la taille qu'on observe dans l'industrie, il y a une question un peu contre-intuitive qui se pose assez naturellement. Est-ce que l'IA doit obligatoirement être un monstre de complexité? Est-ce qu'on est vraiment condamné à empiler des couches toujours plus lourdes et opaques? Ou bien existe-t-il une autre voie, mathématiquement plus élégante et tout aussi redoutable sur le terrain? En fait, tout repose sur un paradoxe assez génial. En machine learning, moins, c'est souvent plus. C'est l'essence même de la parcimonie conceptuelle. Des modèles plus simples, dotés de beaucoup moins de paramètres, arrivent paradoxalement à bien mieux généraliser quand on leur présente des données inédites. Et en plus, ils tournent de manière bien plus efficace. En gros, ils évitent le piège ultime de notre discipline, le surapprentissage, c'est-à-dire le fait d'apprendre par cœur le bruit statistique des données d'entraînement au lieu d'en capter la véritable logique. Alors voilà le programme pour notre analyse. On va d'abord remonter aux origines de la parcimonie, puis on posera les définitions théoriques, ensuite on mettra les mains dans le cambouis avec les mécanismes de sparsité, avant de voir des applications bien concrètes. Évidemment, on n'oubliera pas d'aborder les limites du concept avec objectivité et on finira sur les perspectives d'avenir. Allez, c'est parti pour notre première étape, les origines de la parcimonie. Pour bien capter la puissance du truc, il faut faire un petit saut dans le temps et regarder les problèmes que les chercheurs essayaient de résoudre à l'époque. L'évolution de cette idée est super intéressante. Déjà dans les années 60, le mathématicien Vladimir Vapnik pose les bases avec la théorie de l'apprentissage statistique. Son but, quantifier mathématiquement la capacité d'un modèle à généraliser. Plus tard, en 78, Jorma Rissanen lâche un article fondateur sur le principe du Minimum Description Length, le fameux MDL. Puis, en 82, John Hopfield prouve avec ses réseaux de neurones récurrents qu'on peut mémoriser des motifs hyper complexes de manière extraordinairement parcimonieuse. Et bim, saut dans le temps jusqu'à notre ère avec une publication majeure en 2018, l'hypothèse du biais de loterie. Cette étude a littéralement prouvé que la parcimonie se cachait déjà au cœur de nos réseaux profonds actuels. Bref, tu vois que le fil conducteur de toutes ces recherches a toujours été le même, optimiser les ressources et bloquer le surapprentissage. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les définitions théoriques et formelles. On va regarder comment la science traduit ses intuitions historiques en mathématiques pures et dures. Le gros concept à retenir ici, c'est le MDL, pour Minimum Description Length, ou longueur de description minimale. Pour faire ultra simple, imagine que tu prépares ta valise pour les vacances. Si tu jettes tes affaires en vrac, l'espace est saturé direct, la valise déborde, impossible de la fermer. Mais si tu analyses la forme de tes vêtements, que tu les plies bien et que tu les imbriques logiquement, tout l'ensemble rentre dans un espace tout petit. Eh bien, en compression de données et en machine learning, c'est exactement la même philosophie. Le MDL postule que ta capacité à compresser les données de façon optimale, c'est l'équivalent formel de ta capacité à apprendre les vrais motifs sous-jacents. En forçant ton réseau à trouver l'explication la plus courte possible, tu l'empêches mécaniquement d'apprendre les anomalies par cœur. C'est un vrai bouclier algorithmique. Pour aller un petit peu plus loin, il faut absolument qu'on compare deux acronymes clés. D'un côté, tu as l'ERM ou minimisation du risque empirique. Ça, c'est basique. Tu essayes juste de réduire au max l'erreur de ton modèle sur tes seules données d'entraînement. Le souci, c'est qu'un modèle géant avec une erreur de 0, il a sûrement juste mémorisé les données par cœur sans rien piger à la logique derrière. Et c'est là qu'intervient le SRM, la minimisation du risque structurel issu des travaux de Vapnik. Le SRM dit non, on ne regarde pas que l'erreur empirique. Il ajoute à la fonction de perte une pénalité liée à la capacité du réseau, c'est-à-dire sa complexité. On mesure ça avec la fameuse dimension VC, pour Vapnik-Chervonkivski. Mathématiquement, contrôler cette dimension VC tout en réduisant l'erreur, c'est la seule vraie garantie pour obtenir une super généralisation. Super, on a la théorie, passons à la pratique. Comment on intègre ces principes statistiques très élégants directement dans le code brut et les architectures massives de l'apprentissage profond actuel? La première approche qu'on a eue, c'est la sparsité non structurée. Dans ce modèle d'élégage, on force des poids neuronaux individuels à zéro, de façon totalement isolée dans nos matrices. Imagine une plante sur laquelle tu arracherais quelques feuilles totalement au hasard pour l'alléger. Alors oui, techniquement, ton réseau a moins de paramètres actifs. Mais le gros problème, c'est que tes structures informatiques en dessous, tes tenseurs et tes vecteurs, gardent exactement la même taille en mémoire. Et sur l'hardware moderne, genre les gros GPU qui sont optimisés pour multiplier des gros blocs bien denses, avoir des zéros éparpillés un peu partout, ça n'accélère pas du tout les calculs. En fait, c'est malheureusement très inefficace. C'est pour ça que la recherche s'est très vite tournée vers des trucs beaucoup plus malins.
la sparsité structurée en blocs et la sparsité par canaux. Là, on ne supprime plus des poids isolés au hasard. On cible des groupes complets de paramètres, comme des filtres entiers ou des canaux de neurones. Pour reprendre l'analogie de la plante, on ne s'amuse plus à arracher des petites feuilles, on prend un sécateur et on coupe carrément les branches redondantes de notre bonsaï. Cette taille ciblée maintient l'architecture globale super cohérente. Et niveau perf, c'est le jour et la nuit. Tu réduis massivement tes besoins en puissance de calcul et en bande passante mémoire, tout simplement parce que des matrices entières disparaissent purement et simplement dès tes calculs d'algèbre. Tu te demandes peut-être comment on force l'algorithme à faire ça tout seul. La magie réside dans des fonctions de pénalité qu'on intègre pendant l'entraînement. Tu connais sûrement la régularisation L1 classique, qui pousse inlassablement des points individuels vers 0. Ça te crée de la sparsité non structurée. Par contre, la technique star pour forcer l'émergence d'une sparsité structurée, c'est la pénalité L1 sur L2 groupe lasso. Concrètement, cette formule hybride va évaluer tout un groupe d'un coup. Elle calcule la norme L2 du groupe, puis lui colle une pénalité L1. Si l'importance globale d'un canal tombe sur un certain seuil, paf, l'algorithme éteint la totalité du groupe d'un seul coup net. C'est de la sélection ultra chirurgicale pour ne conserver que les canaux d'information les plus robustes. Pour te donner un exemple visuel, regarde comment ça s'applique de façon hyper dynamique dans un système multitâche. Imagine un réseau qui doit faire de la détection d'objets d'un côté et de la segmentation sémantique de l'autre. Ces tâches se partagent un tronc commun de couches de neurones. En appliquant notre pénalité groupe lasso spécifiquement sur ce tronc commun pendant l'apprentissage, le système devient capable de désactiver de lui-même les canaux qui ne servent à aucune des deux tâches. Résultat direct, l'empreinte mémoire du modèle global fonde de manière drastique, l'inférence accélère, et tout ça sans dégrader les perfs de tes prédictions individuelles. En gros, les différentes tâches collaborent pour trouver la représentation partagée la plus parcimonieuse possible. Bon, la mécanique algorithmique c'est bien, mais passons à la section 4. On va regarder des preuves concrètes et mesurables pour voir comment cette fameuse parcimonie redéfinit les standards de l'industrie et de la recherche. Le premier exemple fondamental, qui a vraiment bouleversé le domaine récemment, c'est l'hypothèse du billet de loterie. L'idée est dingue. À l'intérieur de n'importe quel énorme réseau standard se cache en fait un sous-réseau spécifique, beaucoup plus petit et très épars. Et si tu isoles ce sous-réseau, avec ses valeurs d'initialisation précises et que tu l'entraînes depuis le début, il atteint la même précision finale que le grand réseau d'origine. Ces sous-réseaux, ce sont tes billets gagnants. En faisant des cycles d'entraînement et d'élagage, c'est hyper fréquent d'arriver à virer plus de 90% des paramètres de base. Et le truc le plus ouf, ces petits réseaux épars apprennent carrément plus vite et résistent bien mieux au surapprentissage que l'énorme modèle de départ. Et dans le monde de l'ingénierie des systèmes critiques, cette notion de parcimonie dépasse même le labo pour devenir une vraie norme industrielle. C'est là qu'intervient le CPR, ou Computational Parsimony Ratio. C'est une métrique clé du framework TRACE. En gros, le CPR calcule un ratio tout simple. Le coût en ressources du modèle théorique le plus léger capable de faire la tâche de manière fiable, divisé par le coût réel de ton modèle déployé en prod. Si ce ratio s'effondre très en dessus de 1, l'audit te dit direct que ton architecture est une usine à gaz injustifiée. Utiliser un LLM géant avec des milliards de paramètres juste pour trier du texte, là où une bonne vieille régression logistique suffirait, c'est typiquement le genre d'aberration que le CPR veut chasser et pénaliser. Allez, on attaque la section 5. Parce que bon, on fait de la science ici, il faut de la nuance. La quête de la simplicité absolue a aussi ses écueils majeurs, et c'est un sujet de débat brûlant au sein de la communauté académique. Écoute bien cet avertissement, il vient de Vladimir Vapnik en personne, le père de la théorie statistique de l'apprentissage. Il dit texto qu'avec le deep learning moderne et ses espaces à très haute dimension, le fameux rasoir d'Occam, tu sais l'idée que l'explication la plus simple est toujours la meilleure, eh bien ce n'est plus une loi mathématique infaillible. L'expérience nous montre que dans certains cas, avoir un modèle massivement surparamétré, ça permet en fait de fluidifier le paysage d'apprentissage. Ça crée des chemins mathématiques qui empêchent ton algorithme de descente de gradient de se retrouver bêtement coincé dans ce qu'on appelle des minima locaux sous-optimaux. Donc tu l'auras compris, appliquer la parcimonie, c'est un vrai défi complexe. Déjà, comme on l'a vu, la sparsité non structurée passe super mal sur nos accélérateurs matériels, donc tu perds souvent tes promesses de vitesse. Ensuite, et c'est le danger critique, il y a le risque de sous-apprentissage, le fameux underfitting. Si on reprend notre bonsaï, si tu tailles de façon beaucoup trop agressive, ton arbre perd une surface de feuilles cruciale pour sa photosynthèse et il crève. En IA, c'est pareil. Une sparsification trop extrême détruit la capacité de ton réseau à capter les corrélations subtiles dans tes données. Le vrai talent de l'ingénieur, c'est de trouver ce point d'équilibre parfait entre l'efficacité d'un modèle léger et la flexibilité nécessaire d'un modèle profond. Ce qui nous amène tout droit à notre dernière partie, la conclusion et le petit bilan de cette analyse technique. Si on récapitule les grands points de notre présentation, premièrement, brider délibérément la complexité force les algorithmes à extraire les vraies règles des données, ce qui booste la généralisation. C'est la leçon du MDL et du SRM. Deuxièmement, en pratique, on utilise la sparsité structurée, avec des trucs comme le groupe lasso, pour tailler des blocs entiers de neurones et rendre nos systèmes super rapides et plus légers. Mais troisièmement,
Garde en tête que ce n'est pas une formule magique, il faut calibrer ça avec une précision folle pour ne surtout pas atrophier les performances de ton modèle face à des environnements ultra complexes. Et pour finir, je te laisse avec une question un peu provocatrice à méditer. Aujourd'hui, la mode est d'empiler des centaines de milliards de paramètres par pure force brute. Mais est-ce que ça ne serait pas, au fond, juste une phase empirique de transition dans l'évolution de l'IA ? À mesure qu'on affine nos méthodes d'élagage, comme la recherche de nos fameux billets de loterie gagnants, il y a de fortes chances que les architectures de demain ne soient plus ces énormes monolithes opaques. Elles laisseront sûrement place à des réseaux ultra denses en connaissances et mathématiquement radicalement parcimonieux. Voilà, j'espère que cette petite exploration t'a donné envie de garder un œil un peu plus analytique sur ce qui se passe sous le capot des modèles qu'on utilise tous. À très vite.